RDS et Balcon présentent le petit paquet. Regardons ça, qui est là? On est là! Ça se passe pour vrai! On est revenu! Ça se passe! Hey, bonne année! Bonne année, Ah, bonne année! Non, là, vous n'avez pas commencé ça, là. Pas de bonne année. Bonne année, Stéphane! Non. Du bonheur! Non. Puis, On est après le 2 du janvier, bonheur, c'est tu fini. souhaites du bonheur à Stéphane. Voir qu'il va accepter le bonheur qu'on lui souhaite. Ben, Il me si semble ça se mange, il me semble que ça t'aurais- je Ça coûte-tu les Doritos, le bonheur? pour 2020, là, je te souhaite d'avoir le droit de chauffer toute l'année. Bon, ça y est. Bon, ok. Déjà là. Eh, Seigneur. Moi, j'allais dire, tu sais, une de mes catchphrases au début du petit paquet, c'était « Hey, ça passe-tu vite quand on s'amuse? » Ben, mes vacances de Noël ont été extrêmement longues, parce que je me suis pas amusé. Votre présence m'a trop manqué, Manquait les le garçons. petit paquet, manquait de le lutte, petit hein. paquet, manquait de gros paquets, manquait de toutes les On sortes de salue paquets. Amélie qui a partagé ton temps des fêtes. Ah non, j'ai trouvé ça bien pénible, je suis avec elle. J'avais besoin de vous autres. Comprends Mais ça. là, On je est sens là, mon on est cœur battre revenu. à travers ma poitrine, tout va bien. Au moins, on s'était vu un petit peu à la Ben oui. Place Belle. Oui, quand Allez même. voir la WWE à Laval. Ouais. Merveilleuse soirée. Toujours, pour vrai, là, il me semble qu'on le répète à tous les fois qu'ils viennent. Les house shows, ça reste les shows les plus Ben fun oui, de la ben oui. WWE. Les Faut filles juste- s'y gagnent, les enfants s'amusent. Ben, surtout C'est surtout relax. nous autres, Noël, c'est ça. tous les gentils ont gagné, peut-être sauf Bray Wyatt, mais Bray Wyatt est quand même accueilli avec une réaction Ouais. relativement faite. Ça m'a quand même fait réaliser cette soirée-là à quel point Bray Wyatt est populaire. Je savais que les gens l'aimaient, qu'il y avait quelque chose d'un peu fascinant autour de lui, mais la quantité de marchandises qui se vendaient de Bray Mais ça. Wyatt, je pense que ta T'as fille La même fille est la le première masque. avec le masque en C'est plastique. ça. Elle voulait donc le masque en plastique. Une chance, il était juste 15$. J'avais comme un peu peur Ah ouais. qu'ils fassent des masques à 85$, Ah ouais. puis je sois pogné pour acheter ça. Mais ils vendent 15$, toutes les mais c'est marionnettes correct. aussi. Elle veut puis, pas la belle, t'as 15 000. Non, elle a trouvé le lettre, celle-là, j'étais correct. Bon. C'est qu'elle Mais, était hideuse, ça, c'est sûr, là. Mais bel événement, puis je trouvais que la Place Belle, c'était un merveilleux amphithéâtre pour accueillir de la Ah lutte. ouais. J'avais même Ouais. l'impression qu'il y avait plus de monde au House Show de la Place Belle qu'il y en avait à SmackDown la semaine passée. Tu sais, Ça se quand peut. tu vois que la caméra filme pas le décor de façon centrée, qui ont tendance à tilter un petit peu sur la droite pour cacher, disons, les gradins qui sont derrière la hardcam, c'est probablement qu'il manque de monde. Donc, ramenez-en des événements télévisés Ben à oui, Montréal. ben On oui, est ben capable de les remplir, les arénas. Peut-être un pay-per-view en 2020, on n'a pas d'informations, mais ça serait-tu le fun? Puis quand ils viennent avec des événements non télévisés, ben allez-y parce que c'est Ben, le fun. c'est ça. C'est Ben les oui, plus c'est ça. fun. Le spectacle est là pour les gens en place. T'es pas assis des fois des 15-20 minutes Non, avec puis- zéro lutte. Puis ça puis, dure comme c'est 2 ça. heures et quart. C'est pas super Ouais, long. ouais. Là. Tu sais, tu rentres, tu sors, t'as une soirée bien remplie, puis allez-y en transport en commun. Apprenez de nos erreurs. Ouais. C'est ça. Puis Effectivement. aussi, allez-y en sachant à quoi vous attendre. Tu sais, des house shows comme ça, surtout dans le temps des fêtes, c'est des événements qui sont essentiellement familiaux. Faut Ah pas oui. l'oublier, il y a plus d'enfants que d'habitude. Fait que ça sert à rien d'aller là puis chialer contre toutes les décisions de booking. Là. Oubliez pas que la lutte, là, c'est Ben non. le cirque qui arrive en ville. Là. Les enfants sont là pour avoir du fun. Donc, tu sais, prenez pas ça trop au sérieux. Allez-y pour vous amuser. Puis gâchez pas le fun des enfants qui sont autour. Non, puis tu sais, c'est le fun aussi, finir avec le house show. Ça nous permet aussi de remettre en perspective. Tu sais, on dit tout le temps, ah, les gars sont mal bookés, on les voit ouais. pas, ils travaillent pas. Mais tu sais, s'il y a 3 ou 4 house shows par semaine, puis c'est le moment pour Lucha House Party d'avoir Ben, un beau combat, je d'avoir m'en la allais foule. te les nommer. C'est Parce qu'ils ont ça. fait le meilleur match Ils de ont, la fait, soirée. tu sais, ils ont fait un super de bon combat. Il y a Dana Brooke qui était là. Tu sais, c'est une bonne job quand t'es lutteur professionnel. 3 soirs semaine, t'as un amphithéâtre plein de monde qui capote tout ce que tu fais. Ok, t'es pas à TV, t'es pas champion du monde. C'est quand même cool. Moi, là. c'était le premier contact de ma fille avec la lutte Ben oui, c'est professionnelle. vrai. Elle pense que Lucha House Party, c'est le coolest shit ever. Puis là, après ça, on s'est la semaine dernière, on s'était parce qu'on a vu les annonces de Rumble. Elle était comme, c'est quoi ça? Fait que là, je lui ai expliqué. Puis là, je dis, je vais te faire regarder ceux de l'année passée. Fait que là, on a regardé les Rumble de 2019, moi et ma fille. Puis là, elle me posait la question, le Lucha House Party, ils vont-tu arriver? T'sais, ils vont-tu être là? Ils gagnent Puis j'étais comme, ça me brisait le cœur de dire non, Lucha House Party, t'es verras pas là, malheureusement. Mais tu vois, c'est des actes qui Ben oui. fonctionnent dans les house shows, qui ont, tu sais, Heavy Machinery que là, nous autres, on n'a pas vu parce que c'est un house show de SmackDown, mais que... Mais ils sont à que- SmackDown que- pourtant, mais il était-tu là? Non, il était pas là. Non, On les a il pas était- vus. non, Je pense Mais tu sais, il tu te était- rappelles, au dernier taping de SmackDown, quand il était venu Oui, à c'est Montréal, vrai, il il avait, avait fait Raw et il avait SmackDown. lutté en Dark Match, puis Ouais. ça avait été quasiment le segment le plus over de la soirée. tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, oui, tu fais le 4e trio de la Ligue nationale. T'es quand même dans la Ligue nationale C'est ça. avec la gang de C'est ça. boys. Puis
Fait qu'elle a apprécié ça, puis côté spectacle, c'est bien moins plate que d'aller voir un Raw en direct. Ben oui. C'est tellement long, un Raw en direct. De toute façon, moi, ça m'a un peu recrinqué. Juste avant Wrestle Kingdom, tu sais, j'étais sur un down de « Ah, c'est une corvée, la lutte. Là. Puis là, c'est comme « Ah, j'ai eu du fun, ma fille a eu du fun. » Puis là, 4-5 jours après, c'était Wrestle Kingdom, puis pow! Je suis reparti. Puis le Raw était bon cette semaine. Fait que là, tu sais, au moins, on a des bonnes vibes pour le début de 2020. Daniel Bryan. Non, je suis en train de réaliser que genre mes pecs lui donnaient un air d'ortho là, un peu. Là, il a l'air méchant à cause de tes gros pecs. T'es quoi? Voilà. Ah oui, C'est mes muscles tous tendus. Pendant que Mathieu se flatte, bon, ben là, comme on a pris des congés de fils de riche, on a été partis pendant 3 semaines. C'est ça. Gros luxe. On a manqué beaucoup d'affaires. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé dans le temps des fêtes. L'événement principal, évidemment, qu'on veut vous parler. D'habitude, on garde le Japon pour la fin. Sauf que là, on n'a pas le choix. Wrestle Kingdom, 2 soirs, 2 fois 5 heures. Mais dans l'ensemble, je pense une expérience positive de le faire en 2 soirs. J'espère que du côté de la WWE, on regardait honnêtement, de ce côté-là, puis qu'on va peut-être considérer. En même temps, même du côté de New Japan, c'est pas quelque chose. On dit qu'on va le considérer dans le futur. C'était la première fois. C'était la première fois qu'on faisait ça. Je pense que là, ils se rendent compte que ça prend un setup particulier pour le justifier. Là, on a décidé d'utiliser, puis ça a été bien fait, l'espèce de mini-tournoi pour couronner un champion avec les 2 belts. Donc, les deux champions ont un match le samedi, puis un champion intercontinental puis champion du monde s'affrontent dans le 2e soir. Un 2e soir qui a eu moins de monde parce qu'on voit qu'historiquement, on continue de porter plus attention. La date du 4 janvier, c'est la date de Wrestle Kingdom. C'est cette date-là qui a été sold out, même si après ça, quand tu regardes la carte du lendemain, c'était aussi bon. C'est aussi bon. T'as Jericho Tanahashi, t'as justement le gros couronnement. Le gros couronnement entre Naito puis Okada, le gros match. Moxley était là. Fait que, il y a eu beaucoup de stock dans les 2 cartes. Là, globalement, écoute, c'est le couronnement de Naito. C'est 8 ans de storytelling, parce que quand on regarde ça, tout ça repart en 2012 avec la montée de Naito, 2014, perdre le main event de Wrestle Kingdom. Puis, de là 2 ans, il aurait-tu dû gagner à ce moment-là. Puis là, on se ramasse là. Puis c'est enfin Naito qui devient le premier double champion. C'était cute, Becky 2 Belt, mais là, c'est Naito double champ. Tu sais, on v'là 2 ans, on pensait que c'était là. On pensait que l'histoire aurait pu être bouclée. Naito ferme Wrestle Kingdom en battant Okada. Puis on pensait que c'était vraiment le bon moment. Ça serait faux de dire que c'était prévu comme ça puis qu'il nous ferait juste attendre 2 ans de plus. Mais c'était quand même intelligent de la part du booking à la New Japan de ne pas se fermer les portes. Ils ont décidé de ne pas le faire, là, 2 ans, mais ils n'ont pas fait « Hey, on va couler Naito, that's it. » Le bateau est parti, puis on n'en parle plus. Ils ont laissé ça sous-jacent, et quand ils ont probablement pris la décision de le refaire, j'imagine cet été, ben là, ils se sont dit « OK, on le remonte comme faut. On utilise tout ce qu'on a fait dans la dernière année et demie pour reconstruire, puis ils l'ont refait perdre une couple de fois de plus avant de le remonter vraiment comme faut. Moi, j'ai vu des reports qui disaient que l'événement de cette année d'unification, c'est pas une unification, là, mais de 2 belts en jeu, était prévu depuis quand même un petit bout, puis que Omega avait une place de choix là-dedans. Omega aurait été un des 2 champions selon les plans initiaux, puis c'est que Naito était planifié pour devenir le double champ apparemment depuis un petit bout. C'est le spot qu'on voulait lui donner. Et le but, c'était de battre dans le même en 2 soirs, de battre Omega, de battre Okada pour devenir le flag bearer, le porte-étendard vraiment de la New Japan. Puis le Jay White est un peu le Omega 2. Jay White qui a battu Okada. On a poussé Ibushi aussi pour boucher ce trou-là du départ d'Omega. Puis tu parles de là 2 ans, ça a quand même permis un 2019
centré sur Okada, centré sur les records, puis continuer à, tu sais, comme, pas nécessairement étirer la sauce, mais à builder un règne de champion imbattable. Est-ce que vous étiez tanné de Okada? Non, parce que quand je le voyais, j'avais l'impression qu'il faisait encore très bien la job. C'est ça qui est spécial parce d'Okada. qu'Okada est un des meilleurs lutteurs sur la terre, qu'on le veuille ou non. Fait que les défenses des titres sont toujours bonnes. Puis à chaque fois qu'ils lui font, c'est que le Japon a cette particularité-là de les défenses du championnat du monde sont espacées et sont construites. Fait que quand tu arrives finalement au combat, ben c'est comme ok, cool. Enfin, ils vont s'affronter. Fait que même si c'est toujours Okada qui gagne, essentiellement, c'est quand même là, c'est le temps de Sanada, il va peut-être l'avoir, là, c'est Ibushi. Fait que tu sais, ça se renouvelle toujours un peu sur la rivalité. Puis le fait que ils ont protégé Okada, oui, il est plus gros que la business quasiment au Japon, mais il perd quand même des fois. Tu sais, il en a perdu une grosse contre Naito, il va perdre dans le G1. Tu sais, il est pas John Cena-esque en 2011, là, tu sais. Pas invincible, mais il est bigger que tout, là. C'est ça qui est comme c'est bien fait, c'est beaucoup le talent aussi d'Okada. C'est ça, peut-être une des grandes différences avec John Cena qui a livré des bons matchs, mais je voyais ça passer, je pense, hier. C'est sûr que les cotes de Meltzer, c'est pas la seule chose qui témoigne de la qualité d'un match, mais Okada a 18 matchs en carrière cotés 5 étoiles ou plus. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'il y a aucun autre lutteur qui lui arrive à la cheville pour ça. Donc, même s'il gagne tout le temps, s'il gagne en offrant des performances qui sont absolument épatantes, ben, je veux dire, les spectateurs sont gagnants dans ça. Puis, il finit des fois par nuire par comparaison, entre guillemets, parce que là, moi, cette année, je trouve que ce qui manque le plus à Kenny Omega, c'est Kazuchika Okada. C'est la trilogie d'Okada. Ça a été, c'est un lutteur que j'adore. C'est un de mes lutteurs préférés, Kenny Omega. Il a été buildé à un niveau incroyable il y a 2 ans, justement, au Japon. Puis là, il s'en vient en Amérique. On en a parlé, c'était un peu notre déception de 2019. Puis c'est comment, voyons, il manque beaucoup de choses, en fait. Puis la beauté de ça, c'est que là, c'est Naito Double Champ, mais Naito est en fin trentaine. Okada est plus jeune que Tetsuya Naito. Il est en fin trentaine. Naito a 37 ou 38. En fait. Ben c'est ça, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans l'organisation, ça a tellement été tiré longtemps qu'on oublie que lui et Ibushi sont dans la fin trentaine. C'est Okada la relève aussi. Il est le présent et l'avenir de la New Japan parce qu'il reste encore à peu près 10 ans de run à Okada. Donc, tu sais, là, tu pouvais mettre les breaks dessus, lui faire autre chose. Le Bullet Club est plus fort que jamais. Tu peux l'envoyer d'impact. Tu peux te permettre ce luxe-là de tasser Okada 1 an, de donner une belle run à Naito, puis après ça, tu reviens avec un Okada que j'ai tous les records. C'est moi le measuring stick, c'est moi le standard de qualité. Je vais reprendre mon trône, puis tu seras pas tanné. Il va avoir comme 35-36 ans, il va être encore au sommet de sa forme. Puis son style de lutte fait qu'il se taxe pas de temps. Oui, il prend des risques, mais contrairement à un Tanahashi qui faisait beaucoup de le high fly flow, a fini par lui scraper les genoux puis les coudes. Il n'y a pas ça, Okada, dans son répertoire. Des dropkicks, ça ne déboîte pas les genoux à long terme. Fait que le gars est intelligent, lutte bien et il se fait inviter à des lancers protocolaires au baseball au Japon. Le gars est une vedette locale. C'est Hulk Hogan en 87 au Japon. Fait que tu peux miser énormément sur lui. Mais... On a un autre gros Okada Tanahashi match, c'est sûr, réserve, venir finir rendu là, eux autres, c'est plus qu'une trilogie, là, on est rendu loin, là, alors il y a une quinzaine, c'est ça, peut-être pas tant que ça, ben, si on compte tout avec les années, puis tout, c'est les G1, les tournois de New Japan Cup, il y a juste Wrestle Kingdom qui compte, c'est pas important, mais l'année passée, après Wrestle Kingdom, c'était un peu la consternation parce qu'on pensait que la carrière de Hiromu Takahashi était terminée. Retour dans le ring à Wrestle Kingdom. C'était à Wrestle Kingdom qu'il s'était blessé? C'était dans ce coin-là, me semble. C'était-tu à Wrestle Kingdom? Il l'a fait, Wrestle Kingdom, l'année passée, puis il me semble que d'après ça, on l'a perdu. Je faisais juste un lien. C'était pas nécessaire. C'est un magnifique lien, François, merci. Il n'est pas revenu à Wrestle Kingdom, il est revenu un petit peu avant, mais c'est pas grave. C'est Wrestle Kingdom qui compte. C'est ça. Allez chier. Chris. Fais des liens. Will Ospreay, Hiromu, arrangez-vous. Ben, arrange-toi parce que moi je l'ai même pas regardé. C'était quoi, le 4 janvier? C'est peut-être le combat de l'année. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tu penses pas qu'il y a quelque chose d'autre qui peut taper ça? Moi, honnêtement, ce match-là a un peu
terni mon enjoyment du reste de Wrestle Kingdom parce que c'est le premier que j'ai écouté parce que moi je les ai pas écoutés en direct parce qu'à un moment donné il y a toujours bien les hosties limites. Fait que tu sais, tu commences en playback, là tu skips tous les matchs par équipe parce qu'à un moment donné, en 2 soirs, 5 heures de lutte, je me permets de... Puis là t'arrives là, tu regardes ce match-là qui est comme hallucinant. Il y a une séquence, vous avez sûrement vu les gifs là, où Ospreay, il va pour un dive. Il se fait éviter, mais il s'évite, il retourne. En tout cas, ça se décrit mal, mais essentiellement, c'est Ospreay fait un dive, Hiromu recule pour l'éviter, il le prend, fait une souplesse, Ospreay fait un flip pour éviter la souplesse. Après ça, il recourt vers Hiromu qui leur pitch en souplesse. Ospreay rentre dans le ring en évitant ça, retourne faire un dive. Je suis comme, hein? C'est de Matrix, mais sans les cascadeurs et les retakes. C'est tout en live d'une shot. Ospreay s'est malheureusement blessé sur cette séquence-là. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, il fait. C'est plate à dire, mais c'est sûr qu'il va finir par se blesser. Blessure au talon. Mais ça, c'est un accident. C'est de l'impact. Puis le work rate était tellement haut, tellement rapide. Tu peux pas. Oui, ils vont. Tu sais, il y a des gens qui venaient critiquer après. Ah, ici, il a glissé un peu. Puis Hey, à la quantité qu'ils t'ont donné, là, je m'excuse, mais il peut glisser sur le deuxième câble un peu, puis je vais m'en foutre comme l'an 40. Puis on parle beaucoup des flips, des prouesses et tout ça, mais la beauté de tout ça, c'est qu'il y avait un storytelling, parce que Frank en a parlé dans son magnifique lien. C'était le retour d'Hiromu, qui, quand il a quitté pour sa blessure, était champion chez les Junior Heavyweight, était l'avenir un peu de la division. Il est jeune, il est charismatique. Ça a comme mis un gros frein à tout ça. Donc là, il revient, reprend le contrôle de la division. Et pour Will Ospreay, lui, son année 2019, c'était aussi de prouver que c'est pas mal la fin des Junior Heavyweight. Il a participé au G1, il y a eu des gros combats. Donc c'était peut-être comme la passation de flambeau de je m'en vais des juniors, c'est ta place maintenant. Je pense qu'il a fait ses preuves, en tout cas. Bon, et puis Ospreay est aussi gros que ben des. Tu sais, il est 2 pouces de moins qu'Adol. Ospreay est le meilleur lutteur sur la terre. Il n'y a pas de bon sens. Puis il mérite d'avoir sa place. En même temps, je pense qu'il a décidé de s'investir beaucoup dans le Japon. Il n'est pas déménagé là-bas aussi. Sa vie, c'est. Il a vraiment fait le move. Il a commencé à apprendre. Il a fait ce qu'Omega a fait il y a 10 ans. Il contrôle ses apparitions en Amérique. Une des. Pas les prochaines, mais une qui a été annoncée, entre autres, il va être à Lakeside, à la Ring of Honor, au WrestleMania Weekend. Ouais, le Supercard of Honor. Ça, c'était une grosse annonce qui est sortie cette semaine. Puis c'est bon de voir que le partenariat, il est plus fragile entre la New Japan et la Ring of Honor, mais pour les grosses occasions, tu regardes, ils vont encore là. Donc, la porte n'est pas fermée. Check. Ah ouais, le lien. C'est compliqué, les partenariats avec la New Japan. Tout le monde veut un peu ce spot-là. Là, il y a une porte qui a peut-être été entrouverte avec la All Elite dans l'affrontement entre Chris Jericho et Tanahashi, où là, on avait mis en stipulation que Jericho allait défendre sa ceinture de champion du monde All Elite Wrestling si Tanahashi le battait, ce qui n'est pas arrivé. On va parler du match dans 2 secondes, mais aussi après ça, on a vu tous les executive VP, toute la gang de The Elite nous donner des informations un peu contractuelles par rapport à... Il y en a qui ont dit non, il n'y a pas de porte là. Il y en a qui disent oui, on essaie de la laisser ouverte. Fait que c'est un peu... La situation est encore chambranlante là, par rapport à ces relations-là entre le Japon et l'Amérique. Je trouve ça bizarre pourquoi c'est pas facile. En fait, il y avait tellement de gars qui sont passés par New Japan. On peut imaginer qu'il y avait des bonnes relations avec les têtes dirigeantes. Les égos des gens dans le monde de la lutte. Les égos de dirigeants. C'est difficile partout, ça. Tout le monde veut être tout le monde veut décider. Tout le monde veut que ça soit son produit qui sorte mieux. Avec New Japan qui essaie de percer aux États-Unis aussi. Pour les fédérations américaines, il y a un petit peu de... Est-ce qu'on veut les aider à venir éventuellement nous nuire? De l'inverse, du côté de New Japan, tu dis, les autres, ils organisent des shows avec nos lutteurs. Nous autres, on était à MSG l'année passée. Qui qu'on était là pour voir? Les lutteurs de la New Japan, plus que ceux de la Ring of Honor. Puis là, ce qui arrive, c'est que tout le monde va être calife à la place du calife. Fait que d'un côté, t'as, mettons, Omega qui est un peu amer de la façon que ça s'est fini avec New Japan. Mais de l'autre, Moxley et Jericho qui, eux, veulent aller travailler au Japon puis ont des bonnes relations. Fait que là, t'es comme... Chaque individu a pas la même perception de la relation de travail. Puis t'as les 2 entités corporatives qui sont comme... un peu frileuses mutuellement. Je pense qu'ils vont finir, juste par la force des choses, à travailler ensemble, mais
tu sais, une vieille analogie qui peut être établie, c'est que la New Japan a longtemps participé, tu sais, a travaillé avec la WWE des années 80, a travaillé avec la WCW des années 90. Diesel puis Shawn Michaels, hein, c'est là que tu t'en vas. Hein? Je m'en allais pas là. Je m'en allais. Je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Sur quelqu'un que je suis sur Twitter, je me souviens plus qui. Ils ont reposté un combat entre Hulk Hogan puis le Great Muta. Okay. Qui était probablement au Tokyo Dome, mais en tout cas c'était au Japon. Les deux champions WWF contre champion New Japan, puis c'était comme, tu sais, il y a toujours eu un semblant de pont. Là, c'est sûr que le pont est brûlé entre la WWF et la New Japan parce que la I veut aller au Japon attaquer le marché. Là, mais tu sais, le pont est pas brûlé en temps de Elite. Fait que c'est pas dit là, qu'à un moment donné, ils vont pas juste faire hey, on fait MSG, hey, on fait le champ AEW contre le champ New Japan, grosse exhibition, vous venez le voir, tu sais. Ça va être juste. À un moment donné, l'argent va parler, puis les égos vont prendre une pause de 5 minutes. Mais pour les deals TV, les trucs récurrents, je pense qu'on s'arrivera jamais. Le problème, par exemple, quand t'as le champion de 2 fédérations qui s'affrontent, c'est comment tu peux déterminer un gagnant? C'est sûr qu'il n'y aura pas une finale qui va être satisfaisante. Si t'es en 82 à Memphis, tu fais un Dusty Finish. Ouais. En 2020, je sais pas. Tu fais un 2 de 3, tu fais un DQ, tu fais un Bullet Club qui arrive. Il y a 8000 façons de s'en sortir, il n'y en a pas une qui est satisfaisante. Exact. Ou tu mets pas les titres en jeu, puis là, ça devient un peu litigieux. Même là, tu peux pas montrer que t'as le champion d'une compagnie est meilleur que le champion de l'autre. Des fois, il y a du monde qui sont prêts quand même à prendre le pin quand tu respectes le gars l'autre bord. Mais tu sais, ils l'ont déjà fait, des soirées thématiques. À MSG, il y avait des champs contre champs. Il fallait que t'en fasses perdre un en quelque part. Fait que il y a un précédent. T'en fais plus qu'un dans la soirée. Fait que, ben, je te donne les 2 mineurs, tu me donnes le gros. C'est du booking de. En même temps, quand tu annonces ça, c'est juste que tu veux vendre des billets, tu veux attirer des gens en bout de ligne. Le 100%. Résultat final, tu vises pas à construire une rivalité qui va s'étendre sur la longueur. Là, tu veux juste comme. Tu veux mettre 20 000 personnes dans la place. C'est ça. La carrière de Chris Jericho est fascinante. Clairement. Clairement, Hall of Famer, peu importe comment tu regardes ça, une des plus grandes carrières, un des gars qui va s'être le plus souvent et le mieux réinventé. Puis là, il est un peu dans une étape. Mettons, si on met juste même de côté ce qui se passe avec All Elite, au niveau du Japon, il coche des Dream Match, des affrontements auxquels il pense depuis longtemps. Puis là, cet affrontement-là avec Tanahashi, c'était un super match le fun. C'était du grand Chris Jericho. C'est le Chris Jericho au Japon. Il va là pour s'amuser. Il y a comme plus lousse, plus brawl. Le Painmaker. Le Painmaker en fait un win parce que il avait perdu pas les 2 derniers. Non, puis le gars est en 50 ans. Il n'y a plus rien à prouver à personne. Il pense qu'il est un des meilleurs de tous les temps. J'ai peur que cette run-là nuise à peut-être son introduction au temps de la I. Ils vont peut-être retarder un peu pour espacer. Là, mais... Peut-être retarder, mais pas annulé. Il n'y a pas le choix d'y aller, là, on s'entend que. Mais il avait surtout que le gros de sa carrière, c'est quand même à la WWE. Il aurait pris sa retraite à 42 ans, puis il avait déjà le curriculum pour le faire. Anyway, Jericho au Japon était ça, puis Jericho à All Elite, là, c'est la rivalité avec John Moxley. Fait que c'est comme. Il n'y a rien qui fait de mal. Là. Le Bobley pogne encore, le clan pogne bien. Sammy Guevara est comme rendu le MVP de cette gang-là parce que Jericho est à côté puis il l'a comme coaché, on dirait. Fait que c'est comme, ouais, tout ce qui touche marche. Puis au début, les gens chignaient. Pourquoi il est champion du monde à 51 ans? Pourquoi pas? Hey, il se fait dire sur Twitter qu'il est rendu chubby puis tout. J'ai comme, dude, get out! C'est ça. Il est plus thick qu'à 30 ans. Come on, moi aussi, là, je suis plus thick qu'il y a 5 ans. Puis, tu sais. C'est n'importe quoi. Le monde chiale sur des niaiseries. Définitivement. Rétrospectivement, si on se pose la question, est-ce que les débuts de All Elite auraient été meilleurs avec Adam Page comme champion? Je pense qu'il n'y a personne qui dirait que oui, c'était Adam Page qui méritait ce titre-là. Ce que Jericho nous offre, c'est au-delà de nos attentes. Donc tant mieux. Peut-être qu'à 60 ans, il va être encore en train de faire ça puis encore en train de se réinventer. Comme le Rock'n'Roll Express. Belle grosse soirée de 2 grosses belles soirées de lutte. Si vous n'avez pas regardé ça, il faut vous reculiez. Parce que là, on n'a pas vraiment parler des matchs, mais tu sais, la finale du dimanche entre Naito et Okada, ça a été tout un match. C'était pas leur meilleur combat, mais honnêtement, le bagage émotif puis le finish, moi j'étais dedans. J'étais vraiment dedans. Okada et Bushi, ça a été tout un fight aussi. Naito White, moi j'aime le heel word de Jay White. Ouais, c'était correct. Je trouve que ça fonctionne. Ils le font intelligemment avec Gedo. Puis ça prenait ce combat-là pour avoir un Naito magané le lendemain. Fait qu'il était pas inutile. Puis ça prenait ce combat
combat-là pour établir, on n'a pas parlé, mais la fin de Wrestle Oui, c'est Kingdom, vrai. le Bullet avec Club, Kenta. je l'ai dit vite qui sont revenus en force, mais c'est Kenta qui a décidé de... Tu sais, il y a des gens qui ont critiqué pourquoi ils ont fait ça à Wrestle Kingdom, ils auraient pu le faire à New Year's Bash 2 jours après. Non, c'était à Wrestle Kingdom, L'Impact le l'Impact. soir même. Le gars est en train de fêter, il est brûlé raide. Pow! Kenta envoie le message. Kenta est le plus gros heel de la business au Japon C'est clair, présentement. c'est là. du vrai gros Ben, il hit, l'était là. quand il est revenu. Tu sais, je veux dire, dès Oh, qu'il ouais. est revenu, la foule l'a comme rejeté à la base. Ils ont couru dans cette Il voulait direction rien. à 115%. Même en le mettant avec Shibata, ça n'a pas marché, il voulait rien Puis savoir. là, il a attaqué Shibata, là, vient gâcher la célébration de Naito. C'est parfait, puis ça sera... Puis c'est un bon Ça, aspirant, tu sais, c'est on ça. pense pas qu'il va gagner, mais là au moins t'as le Bullet Club contre Los Ingobernables, c'est comme hey, come on. tout de suite, t'as une Donnez-moi tout ça. Tout de suite, t'en as une grosse belle storyline là, pour Eh continuer, commencer l'année du côté du En Japon. plus, il nous teasait peut-être un break-up avec Evil ou Sanada. Tu sais, un des deux pourrait peut-être partir en solo. Ils l'ont pas fait encore. Fait qu'on dirait que c'est une carte qui se garde que bon, ok, le Bullet Club est moins là. Pow! On va en sortir un du Los Ingobernables pour relancer tout ça. Fait que c'est comme ok, je vais tout prendre. Donnez-moi tout. Les gars, je vous promets, d'ici la fin de l'année, j'aurai écouté Wrestle Kingdom 2020. Fais pas de promesses que tu pourras pas tenir. Ouais. Grosse nouvelle du côté d'All Elite. On a annoncé cette semaine que Dynamite était extensionné pour 3 ans jusqu'en 2023. Donc, Clairement, les chiffres sont la bons. première année n'est pas finie. On leur donne déjà une grosse marque de confiance. Un deuxième show Ouais. Pas de potentiel. détails encore, mais plus tôt que tard, ils vont remettre une deuxième émission en nom. Ben, en fait, les informations qui sortent, ça viendrait même du président de TNT. Ce serait que ça serait le show Dark qui serait Qu'il mettrait mis à la télé. en ondes en ayant du contenu un petit peu additionnel. Le désavantage, c'est que ça serait plus sur YouTube comme ça l'est présentement. Ouais. Donc, c'est facile Ouais, à écouter sur YouTube, un peu n'importe quand durant la semaine quand tu veux, mais Si c'est on l'option s'en- facile. Si on là, s'en quand sert pour continuer à mieux builder, à donner des vignettes, à continuer de, Ah non, de puis- mettre tout ça en contexte puis d'avancer les histoires, écoute, tant mieux. Ah non, pas- puis pas tu sais, de je pense problème. qu'ils ont aimé. Tu sais, il y a eu des semaines où ils ont complètement écrasé NXT. Fait que je pense qu'ils sont confiants qu'ils peuvent sécuriser le mercredi soir. C'est Dynamite. Puis c'est un bon pari. Regarde, le TNT sont contents des chiffres. À date, tu sais, j'ai pas écouté tous les épisodes, mais moi, je considère que c'est le fun d'avoir ce rendez-vous-là de plus dans le calendrier. là. Mercredi soir, intéressant encore cette semaine. Autant du bord de la NXT que du côté d'All Elite. Tu sais, du côté d'All Elite, le Inner Circle continue de faire des siennes. Jericho qui essaie de crever l'œuvre Oui. de Mox qui revient. Puis Bien qui a l'air- sûr. qui a l'air de Big Boss dans Metal Gear Solid. Tu parlais de puis, Sammy Guevara tantôt, son match contre John Moxley Ah, était quand ok. même Ouais, c'est excellent. ça. Il y avait 2 gros matchs. Il y avait des Je matchs un l'adore, petit peu lui. moins intéressants, mais Jericho Moxley et Darby Allin contre Contre Pac, Pac. là, c'était du feu dans une Ben oui, bouteille. ben oui. C'était un éclair dans une bouteille. En tout cas, c'était spectaculaire. Du feu, C'est- Puis là, c'est si deux on matchs. Un veut- cocktail Molotov! Puis si on veut si on veut étirer puis retarder Mox contre Jericho, ben le Inner Circle peut peut-être venir ouais. se mêler l'affrontement la semaine prochaine, puis faire perdre Mox. Puis tu sais, Facilement, tout, là. tout ça peut. Fait que, tu sais, Puis n'oublions pas que cette semaine, Pac c'était mérite, Bash at the Beach avec le décor. Et la semaine prochaine, ça se passe sur un bateau de croisière. C'est vrai, c'est la cruise of Bubbly. Fait que, tu sais, il va avoir une signature visuelle différente. Puis j'imagine que bon, Ben oui, c'est le clair. show lui-même dans son ensemble va être différent. Tu sais, là, c'est ça qui va être intéressant. Parce que tu sais, tout le monde sait que le Cruise of Jericho, c'est Jericho qui l'organise. Mais là, Jericho est ton champion heel. Fait que à la TV, comment tu le spins? C'est comme, il va-tu kicker du monde out du bateau? Genre, serait non, de les ma pitcher croisière! par-dessus bord. Ce serait cœur, hein? Juste comme, tu peux jouer sur le fait que c'est mon bateau, mon bubbly. Out! Fait que tu sais, ils vont le mettre à la TV. Écoute, Jericho, c'est de l'or à date. Il n'y a Ah ouais. rien qui marche pas. Là. Puis dans la semaine prochaine que c'est annoncé, c'est justement Moxley contre Pac. Je pense qu'ils se sont déjà affrontés depuis le début de Dynamite, mais c'était de la dynamite justement. Alors là, ça va être encore mieux. Et là, c'est pour déterminer l'aspirant, voilà, au titre de le champion, Jericho. Ok, Alors, le j'ai bâtard bien de Pac. hâte. Je suis pas toujours fidèle au poste, mais cette semaine, je me suis dit, je vais redonner une chance. Je regardais un petit peu. Des fois, je zappais, mais c'est ça, les 2 matchs que j'ai évoqués là, m'ont vraiment renversé. Le premier match, quand même assez bien, mais un peu trop spot-fest à mon goût. Moi, j'avoue que je connaissais pas, par contre, avant les Best Friends, là, Chuck Taylor, puis comment ça s'appelle? Trent là? Beretta. Trent, c'est ça. Puis Philly Beretta. il y a quelque chose Parce que qui... c'est juste Trent à cette heure. Hein, Ouais, juste Trent, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'incite à les aimer, mais cette oui, équipe-là. c'est Avec- Orange Cassidy, avec le best Orange friend. Cassidy, le spot où genre il vient DDP dans un ring. c'est ça, DDP qui saute de la 3e corde vers l'extérieur du ring en plus. La plus belle infopub pour le DDP Ben
nouveau gars ever. DDP! Puis, parlant d'Orange Cassidy, le face-off avec Moxley, on en a pas parlé parce qu'on n'était pas là. C'était du... 2 semaines, je pense, ou la semaine passée, c'était du bonbon, je m'excuse. Comme, le monde capote à chaque fois que Cassidy est dans le ring. J'aime, OK. Puis là, en plus, il semble commencer à construire une petite histoire d'amour autour de Orange Cassidy avec Chris Lang. Elle joue un extraterrestre. Là. Statlander, c'est ça. Là, il a expliqué comment s'asseoir sur une chaise là, sur Internet cette semaine. Et ça a été le début d'une belle histoire d'amour. Donc j'ai hâte de voir la suite des choses. C'est encore des phrases ridicules que juste parler de la lutte peut nous permettre de non, mais dire. C'est un beau segment. Il explique. Puis après ça, avec son flegme habituel, il fait juste faire un petit... Écoute, là, j'étais arrivé au bout de mon siège. Encore plus intéressant que Mandy et Otis comme histoire d'amour. Tout le temps. Puis là, même chose du côté de NXT, gros show aussi cette semaine. On continue d'établir Keith Lee comme un monstre incontrôlable. Là, The Era est 100% heel. On est en train d'essayer de nuire à tout le monde. Là, puis là, full disclosure, j'ai pas regardé Blackpool, mais il y a expliqué Blackpool, mais on sait qu'Era est allé faire une invasion. Ils ont fini le show avec Emporium, où Walter a gagné. Les 4 gars Undisputed sont venus attaquer Emporium à Blackpool. Ça met la table pour la Dusty Classics. Puis Worlds Collide. Fait que c'est comme, OK, ils font des belles affaires. DIY contre Mustache Mountain à Worlds Collide. Thumbs up partout, là, des pouces en l'air. C'est ça. Gargano Finn est confirmé pour le prochain TakeOver. Rhea Ripley, Tony Storm. Dans Worlds Collide aussi. Ça, c'est embêtant parce que Tony Storm, on en parle depuis quasiment le début du podcast comme étant c'est la prochaine qu'on veut voir arriver. Mais là, Rhea Ripley est tellement en train de tout brûler que Tony Storm a comme pris un siège passager à côté. Ben, elle est encore awesome, mais Rhea Ripley, Seigneur Jésus, elle peut-tu être plus cool que ça? Super cool bataille royale aussi pour déterminer justement l'aspirante numéro 1 pour le prochain TakeOver. Bianca Belair a remporté. Puis on peut souligner les débuts de Mercedes Martinez qu'on a vu au Québec, la femme fatale, qui s'est promenée beaucoup sur la scène indie, qui a été rendue NXT qu'on a vu dans les Mae Young Classics comme étant c'était une des tops. Là, elle très bonne, Mercedes Martinez. Un retour de Casey Catanzaro, c'est comme ça je sais plus. Elle qu'on n'avait pas revu pendant un petit bout. Même il y avait plusieurs informations qui coulaient comme quoi elle était juste partie. C'était très in cette affaire-là. C'est une ancienne gymnaste / American Ninja Warrior. La blonde de Ricochet, par extension. On essaie de plus faire ça. On n'est plus la blonde puis le chum de. À quoi j'ai pensé. T'es juste la blonde d'Amélie. C'est ça, ben oui. C'est ça. Fait qu'un autre gros mercredi, ça a été. Puis c'est ça, le Worlds Collide s'en vient, TakeOver s'en vient, la Dusty Classic, ça n'a pas de maudit bon sens. Le partenariat Matt Riddle, Pete Dunne, évidemment qu'ils vont break up à un moment donné, mais là, bro. Pourquoi vous êtes en équipe? Bro. On est en équipe, c'est tout. Les bros are wait. Pas besoin de plus que ça, bro. Non, ils font de la bonne job. Puis Blackpool, ça a l'air vraiment cool aussi. Non, on n'en parle pas plus en détail parce qu'on a peu le temps de l'écouter. Mais moi, je me garde ça pour en fin de semaine, de toute façon. C'est ça. Puis ce qu'on peut retenir, qu'on sait, c'est que le Tyler Bates, ça a l'air de peut-être être la fin à UK. On va peut-être le voir plus. Justement, Mustache Mountain. Je sais pas si Trent Seven va suivre, mais Tyler Bates est tellement bon, tellement populaire. Il va venir rejoindre Pete Dunne à NXT plus tôt que tard, puis on va l'adorer autant. Si vous vous en souvenez moins, c'est le premier champion UK. Il était là dans le tournoi initial. Puis tu sais, ça fait déjà quoi, 4 ans de ça, tu sais. Donc, il a juste maturé, puis il est à comme 26-27 ans. C'est pas comme si c'était un vétéran. Il est juste excellent et jeune, et il n'y a pas de maudit bon sens. Mais là, la question, est-ce que c'est une... Tu sais, maintenant que NXT UK existe et a obtenu ses lettres de noblesse, est-ce que c'est véritablement une promotion de partir de NXT UK pour aller vers NXT États-Unis, si on veut? Peut-être pour la télé. Plus de télé, c'est ça. Plus de temps, parce que NXT UK font leur émission... comme NXT faisait dans le temps, dans le fond, ils enregistrent un bloc d'émission, puis après ça, ils font un takeover une fois de temps en temps. Oui, moi je pense que oui, ça reste clair. Le seul, probablement, le défaut, c'est que ça te sort du circuit britannique parce que NXT UK participe avec, mettons, Progress puis d'autres fédérations. Fait que ça te sort un peu de cette routine-là, mais tu vas faire des house shows, tu sais. Je pense que win some, lose some. On n'a pas fini dans les grosses nouvelles qui sont sorties cette semaine. Du côté de la Ring of Honor, une des questions les plus... qu'on surveille tout le monde depuis... Écoute, on parle de ça depuis quasiment 1 an, depuis la création d'All Elite.
Depuis l'arrivée de Marty Scurll à la Ring of Honor, on a toujours eu l'impression qu'il était là-bas sur du temps emprunté, que c'était juste en attendant d'aller rejoindre ses chums. Grosse nouvelle cette semaine, re-signe avec la Ring of Honor dans un deal apparemment WWE Money. Make it rain, là. Pour pas beaucoup de dates, avec une place dans l'équipe créative. Il y a du monde qui disait Ed Booker, mais c'est pas exactement ça. Là, mais c'est il est assis à la table, là, genre, il est assis à la table qui book. Avec le droit d'aller ailleurs, particulièrement peut-être du côté de la NWA, il a commencé à être là. Nick Aldis, déjà en rivalité avec Nick Aldis. Nick Aldis s'est pointé à la Ring of Honor tout de suite après. Donc, ils l'ont déjà fait par le passé. C'est réactivé, mais NWA a power. Fait que, tu sais, est-ce que Marty Scurll va être impliqué dans les trucs télé de NWA? Peut-être. Il se garde la porte ouverte pour whatever else. Peut-être le Japon, peut-être. Tu sais, All Elite, je pense que ce qu'on a entendu, c'est qu'il va falloir que Marty établisse une relation de travail. Qui a à gagner quoi là-dedans? C'est ça qui est le plus gros parce que techniquement, All Elite n'a pas beaucoup de choses à gagner d'un partenariat avec Ring of Honor. Ils se partagent le même territoire un peu. Mais peut-être que pour des événements spéciaux, peut-être que pour une rivalité, peut-être ça pourrait être des lutteurs. Et ce qui, moi, j'aime beaucoup de ce deal-là, c'est que ça aide la Ring of Honor, qui allait plus ou moins bien. C'est clair. Et ça crée un précédent. Parce que là, Marty Scurll était agent libre, mais là, t'as des gars comme Bandido qui vont le devenir. Puis Bandido, lui, avait l'air de parler. Moi aussi, je vais être l'espèce de roi des Indies, free agent, qui se promène partout. OK, mais continue à travailler à la Ring of Honor. Puis si t'établis cette espèce de créneau-là, ben, t'enterres pas une fédération au bénéfice d'une autre. Tu crées une famille de fédérations qui se nourrissent, comme un peu dans le temps des territoires, que chacun pouvait avoir sa petite affaire, puis une fois de temps en temps, ça se croisait. Parce que au final, c'est comme ça que la lutte est en santé. C'est quand il y a plusieurs façons pour des lutteurs de gagner leur vie avec ça, et pour le public d'être diverti. Fait que si... Tu sais, quand tu dis, moi j'aime mieux All Elite que Ring of Honor, je veux que Ring of Honor ferme, c'est pas la bonne approche, parce que tu fermes des portes puis tu fermes des opportunités. Donc, il faut que tout le monde ait un peu sa part du gâteau. Impact va bien, Major League Wrestling relativement aussi. Donc, tu sais, moi, je pense que les lutteurs aient le gros bout du bâton dans ces négociations-là, c'est juste du positif. Oui, ça coûte plus cher au promoteur puis ils vont chigner que whatever. Mais en bout de ligne, c'est les lutteurs qui dictent un peu le ton. Marty Scurll avait un pouvoir de négociation, il l'a pris, puis il va créer un précédent pour les autres après lui. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'en tant que fan, si j'ai à choisir entre est-ce que c'est les promoteurs ou les lutteurs qui sont heureux, ben je préfère que les lutteurs le soient. Ben oui, c'est ça. Puis c'est eux autres qui donnent le show. Puis c'est le public après ça qui est content d'avoir un bon spectacle avec des workers qui sont de bonne humeur, qui sont contents, puis qui se tuent à la tâche pour au moins avoir un bénéfice à la fin de la journée, au lieu de juste pas avoir rien à 40 ans et être tout brisé. Tu as parlé d'Impact. C'était leur pay-per-view Hard to Kill en fin de semaine. Pas mal le plus gros événement qui était main eventé par Sami Callihan, qui était champion du monde, qui affrontait Tessa Blanchard dans un match pour la ceinture de champion du monde. Ça faisait longtemps que ça bouillonnait tout ça. Tessa a remporté le match. Chose qu'elle mérite, on s'entend. C'était une des meilleures lutteuses dans la dernière année. Là, malheureusement, tout ça s'est fait un peu dans la controverse. Un peu par sa faute, parce que là, elle a comme ouvert une boîte de Pandore la veille ou 2 jours avant le combat en disant comme « Hey, les femmes devraient se supporter plus » en espérant recevoir peut-être un petit peu plus de support avant son combat. Puis là, il y a des choses, il y a des filles qui ont commencé à sortir de comme c'est parce que toi, tu nous chies sur la tête depuis des années. Là, il y a eu des histoires il y a eu une histoire de racisme, des histoires de bullying un peu, qu'apparemment c'est peut-être pas la personne la plus facile à vivre. Puis là, ça ressortait que c'est peut-être pour ça que la E voulait pas l'approcher avec une perche, parce qu'elle a une mauvaise réputation en coulisses. Fait que là, t'es comme oh, fait que c'était 2-3 jours avant Hard to Kill. C'est plate, parce que ça met un gros bémol sur quelque chose qui est quand même le fun, qui était quand même intéressant. C'est une femme championne du monde d'une fédération majeure. Tu sais, c'est déjà arrivé dans d'autres fédérations. Lufisto en est un exemple. Elle a déjà eu des titres masculins à de nombreuses reprises. Mais là, c'est sur pay-per-view. Tu sais, c'est dans l'œil du grand public. Et il n'y a comme pas eu de buzz vraiment à cause justement de l'impact négatif de tout ça. Je suis comme pas qu'en penser. Ouais, je trouve ça super embêtant. Parce que si c'était un gars, mettons, si c'était Hulk Hogan qui avait traité un dos de noir puis qui avait gagné la belt 2 jours après, on serait scandalisé. Mais là, vu que c'était ça Blanchard, on dirait que
il y a un passe-droit. Je sais pas, c'est embêtant comme situation. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas porté trop d'attention à la situation d'intimidation. Je me dis, de un, parce que j'ai pas trop lu sur le sujet, mais c'est plate, mais l'intimidation, ça reste une partie intégrante de la culture de la lutte depuis longtemps. Fait que c'est plate, je devrais pas avoir ce réflexe-là, mais on dirait qu'il y a tellement d'histoires comme ça qui sont sorties au cours des années passées qu'une nouvelle n'est plus suffisante pour me scandaliser. J'avoue que moi, ce qui a plus attiré mon attention, c'est le fait qu'elle remporte le championnat. Et surtout, qu'est-ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que il y a des, tu sais, je voyais notamment des gens réagir sur le Facebook du petit paquet puis qualifier ça de ridicule. Tu sais, il me semble, faut pas oublier que la lutte, s'il y a bien une occasion de mettre une femme dans une position qu'elle va avoir le dessus sur des hommes, étant donné que c'est scripté, la lutte, c'est le bon médium pour le faire. C'est sûr que dans un combat véritable, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le dessus, mais so what? C'est pas ça la lutte. Fait que moi, je trouvais intéressant, disons, la décision de booking de faire d'une femme, justement, une championne. Mais c'est sûr que là, si on réalise que c'est une personne qui est un peu désagréable, ça vient obscurcir. Sauf que quel champion dans l'histoire de la lutte a patte blanche complètement? Je sais pas. Comme tu disais, c'est dur d'y aller avec une opinion claire et franche sur ce sujet. On aime Shawn Michaels, là, puis c'est le pire fucker sur la terre pendant ces Ric Flair n'est pas clean. Il n'y a personne qui tomberait en bas de sa chaise si un scandale sexuel sort sur Ric Flair. C'est ça. En fait, on sait qu'ils existent, ils sont juste pas sortis. Ils sont juste pas sortis. Fait qu'on est un tour un peu sur cette corde raide là. Tu sais, l'argument de hey, c'est pas réaliste, les femmes comme on va l'accepter, on va écouter les Charlie's Angels en se disant hey, ils vont tuer tout le monde, 3 filles agents secrets, mais ça se passe dans un ring de lutte, puis là soudainement non, ça c'est trop pour ma croyance. Ça me tente plus. C'est un peu vieillot, là, comme arrivé en ville. Mais ça, la WWE a une part de responsabilité un peu là-dessus, parce que eux autres refusent, en tout cas, pas systématiquement, mais en général, de laisser hommes et femmes s'affronter. Ils sont le plus gros créneau de lutte, on s'entend. Fait que pour une bonne partie des fans, une femme devrait pas pouvoir battre une femme. Mais si tu ouvres ne serait-ce que les oreillères un peu puis que tu regardes ailleurs que la WWE, il y a des fédérations qui ont runné ces angles-là de manière extrêmement positive, extrêmement intéressante. Nous, on est chanceux, on en a vu au Québec. On a des lutteuses qui ont lutté au travers des hommes puis qui ont fait des grands... Au travers des hommes que tu passes. Lufisto a passé au travers du monde. Moi, je pense à ça les quelques rares fois où j'ai vu des matchs, justement, hommes contre femmes. C'était souvent utilisé comme une méthode pour donner du heel heat à l'homme. Je sais pas s'il y a des précédents, par contre, de matchs mixtes comme ça où c'est la fille qui est la méchante et le gars qui est le gentil. Oui, avec Chosebin. Oui, Chosebin. Non, mais le gréement qui était avec Carmella, là. James Ellsworth. Ça, là, tu sais, il se faisait quasiment poulier par les. Tu sais. C'était pas des combats à proprement parler, mais là, c'était le gars qui était le comic relief. Mais encore là, tu vois, pour la WWE, la seule manière que tu pouvais faire femme contre homme, c'était que l'homme soit un moins que rien comme James Ellsworth. Il y a ça. J'avoue que mon exemple est semi, mais... Si à la maison, vous avez des exemples, écrivez-nous ça sur Facebook, on ira faire nos recherches. Exemple de domination. Raw, SmackDown, dans les dernières semaines... écoute, on a manqué beaucoup de choses. J'ai essayé de me tenir à jour quand même. Intéressant cette semaine. Bel épisode de Raw, je pense, lundi. Surtout Raw. SmackDown fait vraiment du surplace, j'ai l'impression, depuis un bon bout de temps. Surtout l'angle Baron Corbin contre Roman Reigns qui occupe le quart de chaque émission. Puis c'est toujours à peu près la même chose. Je pense qu'on a roulé un mois sur des jokes de cannes de bouffe de chien. Puis là, c'est pas le win à Reigns qu'on puisse passer à autre chose. C'est ça. C'est ça, mais tu sais, j'ai peut-être l'impression qu'ils vont rouler ça jusqu'à WrestleMania. Ils ont un match à Rumble? Les deux sont dans le Rumble, en fait. Dans le Rumble, c'est ça, je pense que Roman Reigns a été le premier à annoncer qu'il allait... Ils sont pas confirmés sur la carte, un contre l'autre? Non, ils vont faire partie du Rumble. Ça va être épouvantable.
pas mal Ça se certain peut de ça. que je suis juste à bout. On dirait que ça fait depuis le mois d'octobre qu'il se tourne autour. Puis Ouais, c'est ça. rendu là, donner le win à Reigns, comme Frank disait, puis on n'en parle plus. Ouais. Là. C'est pas le retour de Bobby Roode qui va contribuer à m'exciter. Quoique, quand même, le retour des Usos, ça, j'ai trouvé que Ça, c'était il quelque chose était de positif. Là. Non, Ils ont ils ont mentionné... un match en single. Hein? En plus, ah ouais, mais Je ils sais ont pas si dit faut qu'ils que allaient ça. participer au Peut-être qu'ils vont, Rumble. Bon, un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Puis, mais les Usos, ils ont mentionné que ça faisait 5 mois qu'ils étaient absents. On dirait que le temps a passé vite parce que j'avais pas l'impression que ça faisait aussi longtemps et ça fait du bien de les revoir. Là. On a tendance, peut-être quand on les voit pas, à oublier que pendant longtemps, c'était eux la meilleure équipe de la WWE. J'espère qu'ils sont probablement encore au même niveau qu'ils étaient. Il va falloir qu'ils retrouvent un petit peu de timing dans le ring. On va y aller tranquillement avec eux. Puis Mais ça, c'est positif. Puis le lien familial avec Reigns, c'est le fun qu'on le Faut joue là-dessus. l'utiliser, Là. là. C'est ça, là, ça fait une petite faction de fun. C'est ça. Puis, Ne serait-ce que backé pour par les résister cousins, à Baron, c'est ça. puis machin chose, puis l'autre bidule, c'est correct. Là. C'est ça. Ils n'ont plus de nom. Là. C'est On voit juste ton des... respect du Heel Faction. Ben là, c'est des valets. Là. Ils sont interchangeables. Sinon, j'ai dit que ça faisait du surplace, mais il y a aussi le retour de Sheamus. Moi, je suis content. Je suis Ouais. fan de Sheamus. C'est par contre, là, je pense que c'est l'époque où c'était un main eventer, c'est quand même loin derrière. Et je pense qu'il s'enligne pour feuder avec Shorty G. Là, donc, tu sais, ça Chad va faire... Gable. Chad Gable, c'est ça. Et sinon, John Morrison, que j'avais pas connu auparavant. Le Là, retour de il John n'y a pas Morrison. encore eu de match en tant que tel, mais visiblement, Le Mayor of on Slamtown. Comment? Le Mayor of Slamtown. Of Slamtown. Moi, je l'aime bien, John ça, Morrison. j'ai vu des highlights de lui par le passé, puis c'est bien qu'on fasse en sorte qu'il renoue avec The Miz. Ça permet aussi à The Miz de renouer avec sa personnalité de méchant, dans laquelle il est beaucoup plus à l'aise. Et donc, je me dis que peut-être on va finir peut-être cette année à WrestleMania par avoir finalement ce match Daniel Bryan contre The Miz qu'on n'a jamais véritablement eu, l'aboutissement de cette rivalité-là. Il faudrait juste qu'on réalimente le feu un petit peu, mais je pense que tranquillement, les cartes sont en train de se placer pour ça. Brock est annoncé comme étant l'entrée numéro 1 dans le Rumble. Il s'est auto-annoncé. Je rentre dans le Rumble numéro 1. OK. Sure. La Why not? belt ne devrait pas être La en jeu. belt n'est pas en jeu, mais ils vont clairement établir son prochain aspirant dans Ça, le c'est Rumble. pas un problème. Pour ceux qui se posent là-dessus, là, Pas on fou. fait ça. À New Japan, le champion est dans le G1 depuis des années. Puis s'il remporte, ben, il choisit son aspirant, C'est ça. je pense. Fait que, tu sais, Tandis que là, le gars qui va éliminer Brock va avoir un droit quasiment C'est ça. acquis de Brock- Hey, je t'ai sorti de là. Brock ne gagnera pas, mais va être Top sorti. 4, Va sûrement. être sorti du combat par son adversaire de WrestleMania. C'est assez simple. C'est sorti, je pense, hier ou ce matin. Cain Velasquez a confirmé qu'il allait participer au Royal Rumble. Rumble. Fait que Ça peut être ça. peut-être qu'on va dans cette direction-là. C'est sûr que nos Moi, j'espère espèces que non. de... C'est sûr, mais j'espère que non aussi. Mais c'est sûr que sinon, nos rêves de booking, ça serait un retour de CM Punk, mais je pense pas que ça va se passer non plus. Honnêtement, j'en suis quasiment à l'étape où, avec le fait que Reigns élimine Lesnar, puis qu'il colle une Reigns à WrestleMania, mais que Reigns gagne pas le Rumble, tu sais, comme, tu n'utilises pas la carte Win the Rumble, Ouais. mais tu l'as quand même dans le main event de WrestleMania. Fait que t'évites la grogne de lui qui gagne le Rumble. Il n'y a plus de raison à grogner. Je sais, si mais Reigns non, c'est ça. gagne le Tu sais, Rumble, ce serait là. une belle façon de... Faut en revenir. On serait pas là, maintenant. fâché là, que Reigns finisse le règne de Lesnar à WrestleMania, personne. Puis c'est comme, faites-le de même. Mais tu sais, là, Kane est sur la table, ça veut dire que si c'est ça, peut-être qu'il sera plus champion. On va gagner dans cette optique-là. Fait que je sais pas. C'était un peu divertissant. R-Truth qui s'inscrit Ouais, des ça, inscrits. c'est drôle de Ça, c'est segment, drôle. ça. Et R-Truth reste oui. un MVP dans le Cette mid-card. ceinture-là est comment- une abomination, mais ça donne du micro Ah, à ben, elle n'existe R-Truth. plus. là. moi, Cette ceinture-là est morte, là, Non, tant qu'à je moi. pense mais- qu'elle est morte aussi, sauf qu'il y a quand même eu un moment dans ce segment-là où je me suis dit, est-ce que Brock Lesnar va ramasser aussi le championnat 24/7? Il venait de faire un F5 à R-Truth. Si t'avais voulu éliminer la belle, ça aurait été une bonne Amen manière. aurait là. pu c'est la ça, hein. ramasser à la limite jusqu'à Amen. moi de mon pied dessus. vrai. C'est moi le champion. Euh, T'es Brock, surveille ma ceinture. Mais je m'attendais quand même, par contre, dans ce segment-là, qu'on fasse une autre annonce par rapport à la participation de Brock au Royal Rumble. Finalement, ça a été juste un segment qui a servi à rien, à part nous divertir. Ben, en bout de ligne, c'est utile, nous divertir. C'est mais déjà d'un plus que point de vue bien des l'avant- segments de Raw. Ouais, c'est ça. Mais en même Il temps, nous tu a dis ça, divertis. Raw va quand même bien Ouais. depuis quelques Puis- semaines. ouais. C'est Puis- c'est rafraîchissant. Je pense que Heyman fait une bonne job dans l'ensemble d'essayer de créer des affaires, de mettre du monde over. Ouais. Puis tu sais, on parle souvent. Tu sais, des fois, là, on veut tout le temps que nos favoris gagnent tout le temps. Parce que c'est comme ça que des fois qu'on build up le monde. Mais là, Buddy Murphy vient de perdre 3 affrontements contre Aleister Black, puis est plus établi là Ouais. que s'il avait gagné
3 matchs contre... là, Ou qui aurait fait du 50-50. J'ai trouvé ça merveilleusement fait, ça. Vient de perdre 3 combats, se cherche, reste sur le bord du ring comme en sachant pas quoi faire, puis finalement décide, bon ben, 15, si j'embarque dans la gang de méchants, moi, puis c'est super efficace, c'est super intelligent, puis c'est le fun. Puis les 3 matchs qu'il y a eu contre Aleister Black, c'était de la bombe. Là. Surtout le 3e, celui de cette semaine. Là, souvent, tu parlais de work rate tantôt à Wrestle Kingdom. C'était un match de calibre, justement, là, des fédérations un peu ailleurs qui vont oser un petit peu plus. Ça fait ses forces, c'était spectaculaire. Et donc, oui, t'as Buddy Murphy qui est rendu du côté de Seth Rollins. Étant donné qu'il se présente maintenant comme le Messiah of Monday Night, puis là, il a recruté quelqu'un d'autre, je me suis dit, hey, est-ce qu'ils vont faire les 12 apôtres de Seth Rollins pour avoir une espèce de gros clan? Je pense pas, parce qu'un clan à autant de monde, il n'y a jamais peut-être pas 12, mais tu pourrais en ajouter. Ben, c'est ça, ça marche, les clans, comme faites-les. Puis l'idée des apôtres, ça peut bien fonctionner avec ça. Et Aleister Black continue aussi d'être très spectaculaire. Je pense qu'il va avoir une belle place en main event dans les prochaines années. Gros bump de KO. Je vais l'utiliser pour la rampe. C'était c'est ça en plus, c'est que là, ça te donne un main event de Raw en excluant le fiasco de Lana, machin bidule. C'est que, tu sais, si t'as le clan de Rollins, qui sont déjà 4, tu peux en ajouter. Là, t'aurais KO, t'as comme la coalition des gentils qu'il faut. Mais chaque semaine, c'est comme, là, il se fait pas aider, il va se faire tabasser. La semaine d'après, il se fait aider. Tu sais, ça s'écrit quasiment tout seul, puis c'est pas mauvais. C'est la force des clans, c'est pour ça qu'on aime ça à la télé, le Inner Circle, c'est pour ça qu'on aime ça. C'est que ça te renouvelle tes combats sans que t'ailles à chercher de midi à 14h. Ah ouais, faudrait que je finisse ça comme ça pour arriver à là. Non! Ça se fait un peu tout seul, puis c'est quasiment un soap. C'est un soap qu'on a du plaisir à suivre. Puis là, quand t'arrives à ton gros combat, là, t'as l'aspect lutte qui embarque un peu plus. C'est que ça te permet de jouer avec divertissement, lutte, et là, t'alternes entre les deux, puis ça vaut plus. Seth Rollins, qu'on le voit moins lutter, ça va être une bonne chose, parce que on était quasiment blasés, on disait, c'est plate son règne, ça va nulle part. Seth Rollins reste un des meilleurs lutteurs de la WWE quand même, c'est juste qu'on était fatigués de toujours le voir faire la même poutine. Le Buddy Murphy vient faire du work avec eux autres, AOP vont squasher du monde. Honnêtement, il était temps que, c'est peut-être Heyman, c'est peut-être quelqu'un qui a allumé qu'on peut faire ça comme ça, puis c'est efficace comme go. Fait que là, la route vers WrestleMania est officiellement commencée. Ouais, monsieur. On arrête au Rumble dans 2 semaines, un des pay-per-views les plus fun de l'année généralement. On vous en parle plus en détail la semaine prochaine. On va faire le tour de... La semaine prochaine dans 2. Ah, ça laisse pas. C'est dimanche, je suis pas là, l'autre d'après. Une semaine de lutte avant. Ça s'en vient vite. Ça va vite. Ça s'en vient vite, effectivement. On va finir sur une petite note un peu plus triste. Ça a été annoncé hier soir que je l'ai vu. Que Rocky Johnson, le père de The Rock, est décédé. C'est quelqu'un qui a eu quand même un grand impact dans l'histoire de la lutte. Pas juste par son fils qui a eu un énorme impact, mais par lui-même des années il est devenu un peu le père de The Rock parce que The Rock est devenu énormément populaire, mais quand The Rock a été introduit dans les années 90, c'était le fils de Rocky Johnson et le petit-fils de Grand Chief Maivia. Rocky Johnson, on l'a il a lutté beaucoup dans les années 60-70, mais le grand public l'a connu à la WWF des années 80. A été champion par équipe avec Tony Atlas. C'était les 2 premiers Afro-Américains à être champions par équipe ensemble, donc ils ont été populaires. Là, j'y vais de mémoire, mais quelque chose de 85 à 88, quelque chose comme ça. Donc c'est là que j'ai eu un contact avec Rocky Johnson, le lutteur, mais il était en fin de carrière déjà, il était plus jeune, Tony Atlas non plus. C'est à cause de cette présence-là que ça lui a ouvert les portes du temple. C'est The Rock qui l'a présenté autant de renommée, mais il y a eu une notoriété dans le ring avant tout ça, mais c'était l'époque plus territoriale. Souvent, les lutteurs noirs, même s'ils étaient populaires et imposants, étaient souvent des faire-valoir pour les champions de la place ou les gentils. On pense à Junkyard Dog, qui était un des gars les plus populaires. Rocky Johnson était un peu dans cette sauce-là, que très très populaire, mais toujours un petit peu dans l'ombre des autres. Donc au moins il a eu son règne de champion par équipe et
ironiquement, l'autorité de son fils l'a remis un petit peu à l'avant-plan. Donc là, il avait, je pense, 75 ans ou quelque chose comme ça. 75. Malheureusement décédé une complication de santé. Donc, condoléances pour tout le monde. Tu sais, on ne fera pas à semblant que c'était un incroyable lutteur, mais c'était quand même une figure importante. Ouais, c'est ça. Puis si vous regardez les premiers WrestleMania, vous allez le voir avec, je me souviens plus, je pense que c'est dans le 2 ou le 3 qu'il y a un combat de championnat par équipe avec Tony Atlas. Ça va vous donner une idée un peu du style. C'était plus musclé. Il était quand même un bonhomme imposant, le Rocky Johnson. C'était pas un petit monsieur. Ouais, mais écoute, il vient de la Nouvelle-Écosse, là, grandi sur une ferme, probablement. Là, ça construit dans la famille Samoa par alliance, mais c'était tout qu'un sportif. C'est pas pour rien que The Rock a joué au football universitaire, puis les gens étaient forts. Là, donc, nos condoléances à la famille. C'est triste quand on perd des figures comme ça. Je vais aussi faire une mention à Neil Peart, une grosse perte dans le monde de la musique. Chaume est en deuil. Ça, c'est le drummer de Rush. Le drummer de Rush qui est décédé cette semaine. Chaume joue du Rush non-stop, je pense, depuis l'annonce du décès de Neil Peart. J'ai fait le test en auto, j'ai regardé. C'est encore Neil Peart. C'est encore Rush. C'est mérité. Neil Peart est et Rush sont une figure... On a toute nos petites époques. Là, je vais écouter du Rush, là, comme le 6 mois qu'on trouvait ça donc cool, le prog, là, c'est comme... c'est ça. C'est Rush qui ressortait de tout ça. Puis ça reste de la bonne musique. C'est juste que c'est moins instinctif de dire je vais aller m'asseoir et écouter YYZ, là, mais c'est toujours bon du Rush. Toujours été connu comme un des meilleurs drummers de la musique. Les solos de Neil Peart, c'était quelque chose. C'est un gars qui a influencé des générations de drummers. Que Dave Grohl l'a nommé comme étant une de ses plus grandes inspirations. Puis, fait que c'est ça, des grosses pertes cette semaine. Moi, j'avais une minute culturelle. J'en ai une aussi. Allons-y. Je vais faire un 30 secondes. On était 3 semaines pas là. En fait, c'est une minute culturelle de lutte. Je fouinais, j'écoutais Succession sur Crave TV. Puis en fouillant dans le catalogue, j'ai vu qu'ils ont ajouté une série documentaire sur la lutte que je ne connaissais pas, qui s'appelle tout simplement Wrestling. Ça suit la scène, ça a été filmé en 2018. Puis on s'intéresse à la scène indépendante américaine, puis comme des épisodes selon les sujets. Honnêtement, j'ai pas appris énormément de choses parce qu'on patauge là-dedans tous les jours. Mais c'est une belle petite série de 8 épisodes. Allez voir ça sur Crave TV. Ça s'appelle juste Wrestling. Puis ça parle pas de la lutte. C'est pas des affaires comme Hulk Hogan était populaire. Blablabla. C'est vraiment, je vais aller voir un show indie, je vais jaser avec le promoteur et une couple de lutteurs. Puis chaque épisode a un sujet différent. Puis ça recoupe un petit peu tout ça. Donc sur Crave, si vous êtes abonné, ça se trouve. Mathieu? Moi, c'est du côté de Amazon Prime TV. Une série dont j'entendais parler depuis longtemps. Mais ça n'avait jamais été disons, au sommet de ma liste de priorités. Puis là, pendant le temps des fêtes, je me suis dit, pourquoi pas, on va l'essayer. The Man in the High Castle, une uchronie qui part d'un roman ou une histoire en fait de Philip K. Dick qui imagine à quoi ressemblerait le monde si donc les nazis et les japonais avaient eu le dessus dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc initialement c'était plus comme le concept général. J'étais curieux de voir justement à quoi ressemblerait cette société américaine. Et la première saison a quand même des défauts, là, je dirais, le jeu d'acteur, l'écriture des personnages, c'est pas toujours top. Mais hier soir je finis la deuxième saison et on dirait que à partir du milieu de la deuxième saison, ils ont arrêté d'être une série avec des failles pour devenir comme une série triple A. Et moi, ils m'ont perdu dans saison 3. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben en tout cas, là, je suis. La fin de la saison 2, c'est vraiment excellent. Effectivement, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Il y a le film sur les vachons, j'oublie le. Oui, Les Derniers des Vilains qui est sur le site de Télé-Québec. Vous n'avez même pas besoin de vous casser le bessic pour le trouver. Ça se trouve en ligne gratuitement. Donc... Allez l'écouter. J'ai entendu que des bonnes choses. Moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter personnellement encore, mais c'est à voir. J'ai parlé de Succession vite, là. Allez regarder Succession. Puis Watchmen. C'est complètement fou, raide. Quand on est malade une semaine à job, il annonce moins 1 million en fin de semaine. Anyway, enfermez-vous puis regardez des affaires de fun. Écoutez la lutte. Uncut Gems s'en vient sur Netflix. Allez sur iHeartRadio, écoutez les excellents podcasts de toute la famille Belle. Alors encouragez tous les produits. Le Fit Show commence en fin de semaine. C'est vrai, le Fit Show avec Sylvain et Valérie. Tu l'avoir mon chèque. Non, tu ne l'auras pas. T'es pas payé plus. Seigneur. Merci d'avoir été là cette semaine, tout le monde. On se voit la semaine prochaine pour un autre... Yes! Avant le coup, 2 semaines. 2 semaines! Ciao tout le monde.